Bonjour à tous, nous démarrons aujourd'hui avec cette vidéo une série de vidéos sur les vecteurs. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans la playlist qui va se compléter au fur et à mesure? Eh bien une redéfinition très simple, encore une fois, hein, on se veut pragmatique dans toutes ces vidéos. Redéfinition très simple de l'objet vectoriel, des définitions associées, des propriétés, et puis prochainement donc des produits que l'on peut créer sur les vecteurs, comme le produit scalaire, le produit vectoriel, notamment dans le but d'en faire des applications à la géométrie, calcul de longueur, calcul d'angle, calcul d'aire, calcul de volume. Dans une série suivante, dans ce qui suivra, nous aurons aussi l'occasion de voir les opérateurs différentiels du premier ordre, à savoir le gradient, le divergent et le rotationnel. Donc on ira bifurquer sur la notion de champ scalaire, de champ vectoriel, et de voir un petit peu précisément et physiquement à quoi peuvent bien servir ces opérateurs. Alors on ne fera pas de géométrie analytique dans cette série de vidéos, ça pourrait éventuellement faire l'objet d'une autre série. Ici, on utilise les vecteurs, donc dans un premier temps, dans un but d'application géométrique, de calcul de grandeur géométrique. Redéfinissons donc les choses très simplement. Nous avons donc une définition qui provient ou qui peut être anticipée par celle de bipoint. Alors au collège, on peut prendre l'habitude de parler de bipoint, c'est-à-dire deux points du plan ou de l'espace de dimension 3 d'ailleurs, ou autres dimensions, peuvent être accolés ensemble, liés ensemble pour former un couple. Un couple AB par exemple sera nommé bipoint AB. Donc le bipoint garde l'information du décalage qui peut exister entre les deux points. Lorsque l'on dit par exemple que deux bipoints sont équipolants, eh bien c'est qu'ils représentent finalement le même déplacement du premier point cité vers le second. Par exemple ici, le bipoint AB est équipolant au bipoint CD. Donc on se fixe en fait quelque part dans notre espace avec des points A, B, C ou D qui ont des positions bien déterminées. Et la notion de vecteur va se démarquer de ça et va s'affranchir du fait d'être lié à une position particulière dans l'espace. Alors on peut définir aussi la notion de segment ou de segment orienté. Le segment AB, noté bien sûr entre crochets, représente tous les points, y compris A et B, qui se trouvent entre A et B et alignés avec A et B. Si tant est qu'on sache définir le mot entre et le mot aligné avec. Et là, on est justement dans le cadre de la géométrie analytique que l'on verra donc certainement dans une prochaine série de géométrie analytique que je pourrai inclure dans la même playlist. Le segment orienté est un objet qui existe également. Donc c'est le segment AB, mais avec une flèche, c'est-à-dire qu'on va dans un sens et pas dans l'autre, par exemple de A vers B. Donc on notera ça comme un vecteur AB avec une flèche, mais entre crochets. Voilà, ça existe aussi. Encore une fois, tous ces objets-là, définis en bleu dans cette diapo, sont des objets qui sont liés à une position particulière dans l'espace. Et donc la notion de vecteur est légèrement différente puisqu'elle implique simplement le déplacement qui était nécessaire pour aller d'un point A vers un point B. Alors dans cette figure, je ne respecte pas la figure de gauche au niveau de l'orientation AB, mais peu importe. Ce qu'on va appeler vecteur AB peut être défini grâce à deux points A et B de notre espace au départ, mais pourra se reporter où l'on veut. Tout ce qui compte, c'est la notion de déplacement, nécessaire pour aller de l'un vers l'autre. Le vecteur vient du mot latin vere, qui signifie transporter, qui a donné d'ailleurs le mot véhicule. Et encore une fois, si vous voulez comprendre géométriquement un vecteur, eh bien traduisez-le par déplacement. Un peu comme si vous aviez une carte au trésor qui vous dit pour trouver le trésor, il faut faire 3 km vers l'est et 2 vers le nord. Malheureusement, sur cette carte, il n'y a pas le point de départ. Vous connaissez simplement le vecteur qu'il faut effectuer pour aller du point de départ jusqu'au trésor. Alors à partir d'un vecteur, on définit donc une direction vectorielle. Dans l'espace, une direction vectorielle, c'est représenté physiquement, on va dire, par une infinité de droites, toutes parallèles entre elles. Donc ce n'est pas une droite en particulier, c'est simplement la direction qui est imprimée par le vecteur. Pour la direction planaire, on se place dans un espace qui possède au moins 3 dimensions.
on prend un couple de vecteurs qui représentent deux directions différentes, donc deux orientations différentes si vous préférez. Et à ce moment-là, ce couple de vecteurs va nous permettre de définir une direction suivant un plan donné dans l'espace. Et donc une direction planaire, c'est une espèce de millefeuille de plans, tous parallèles entre eux, qui remplissent l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Si on veut définir un déplacement, il faut avoir une grille, un quadrillage de notre espace. Et il faut pouvoir mesurer ce déplacement suivant les différentes orientations des différents axes de notre grille. Donc, un vecteur va être défini comme une liste de scalaires, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, de nombres réels, qui vont s'appeler ses coordonnées. U, ça va être écrit comme, en colonne, le vecteur U1, U2, etc., etc., jusqu'à U indice n. Tous ces nombres-là étant ici des nombres réels, ses coordonnées. Donc U1 est le nombre de vecteurs unités à parcourir dans la direction numéro 1, U2 le nombre de vecteurs unités dans la direction numéro 2, et ainsi de suite. Alors bien entendu, si on travaille dans le plan, on n'a besoin que de 2 coordonnées. Si on travaille dans l'espace physique à 3 dimensions, on a besoin de 3 coordonnées, et ainsi de suite. Un ensemble de vecteurs vont former, grâce à des opérations qui peuvent être définies d'une certaine façon, ce qu'on appelle un espace vectoriel. Donc tous les vecteurs dans une dimension donnée vont former un espace vectoriel à partir du moment où on peut définir sur les vecteurs une addition entre eux et aussi une multiplication par un scalaire à un vecteur. Donc on s'autorise la définition de cette opération qui est une loi de composition externe. Alors on ne va pas plonger dans la définition complète et les propriétés des espaces vectoriels. Il y aura une prochaine playlist également dédiée aux espaces vectoriels où on verra beaucoup d'applications possibles de ce que peut être un espace vectoriel avec beaucoup plus de détails, bien évidemment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la compréhension vraiment très empirique et pratique de la notion de vecteur. On définit quand même donc les deux lois dont je parlais. Pour additionner deux vecteurs, eh bien, il s'agit de former un troisième vecteur dont les coordonnées sont les additions des coordonnées des deux vecteurs de départ ligne par ligne. Voilà, donc l'addition vectorielle est définie de cette façon. Ça n'est pas la conséquence de quelque chose, c'est une pure invention, mais qui s'avère pratique pour la suite. Et puis la multiplication du vecteur U par le réel A est un nouveau vecteur, toujours dans le même espace, qui consiste à multiplier chaque coordonnée de U par ce nombre A. Alors ce qui est important de constater en fait, ou d'admettre à ce moment-là, c'est que lorsqu'on pratique ces opérations-là, le résultat se trouve dans le même espace que les vecteurs qui ont été pris au départ. Donc c'est une propriété de stabilité qui est fondamentale dans ce qu'on peut appeler un espace vectoriel. Alors visuellement parlant, l'addition dans le plan par exemple, nous dit la chose suivante. Sans regarder la figure, mais juste en regardant les coordonnées, je prends U, qui est un vecteur de coordonnées 3, -2, V, 1, 5. Alors par définition, l'addition, ou la somme U plus V ici, est le vecteur résultat 4, 3. Donc 3 plus 1 en haut et -2 plus 5 en bas. Si je fais maintenant la figure et que je regarde mes vecteurs, donc la première coordonnée représente le nombre de carreaux vers la droite. Donc j'ai un système double d'axes ici, hein. Et puis la deuxième coordonnée, le nombre de carreaux vers le haut. Le vecteur U 3 - 2 signifie donc 3 vers la droite, 2 vers le bas. Il est donc dessiné de cette façon-là sur ma grille. Le vecteur V représente 1 vers la droite, 5 vers le haut. Si je considère, encore une fois, que chaque vecteur est un déplacement, et si je considère que l'addition des vecteurs est le cumul des déplacements, alors je n'ai plus qu'à dessiner le vecteur V au bout du vecteur U pour avoir le vecteur somme U plus V, c'est-à-dire le déplacement global qui a été effectué. Et je m'aperçois que le calcul qui a été mené par la définition de l'addition correspond exactement au nombre de carreaux qu'on peut compter pour le vecteur U plus V. Donc additionner des vecteurs, c'est cumuler des déplacements. Alors je fais une petite parenthèse à ce niveau-là. Un vecteur ne sert pas qu'à mesurer des distances ou des déplacements, il sert aussi à représenter des forces en mécanique, par exemple.
Eh bien, si vous appliquez deux forces dans deux directions différentes à un objet, la force globale qui sera appliquée à cet objet est également la somme des forces, ou la somme des vecteurs forces, appliquées. De cette façon-là, et exactement de cette façon, avec un vecteur U plus V qui représentera physiquement ce qu'on appelle la résultante des forces. C'est exactement comme ça que ça se passe également. Que représente graphiquement la multiplication par un scalaire? Je prends le vecteur U de coordonnées 2, 1, le réel A 2,5, et bien 2,5U, c'est le vecteur 5, 2,5. Si je les représente maintenant côte à côte tous les deux, eh bien il y a une chose qui saute aux yeux, c'est que leurs représentations sont parallèles. Et ça sera systématiquement vrai, quel que soit le nombre de dimensions de l'espace dans lequel on travaille. Un vecteur A fois U est ce qu'on appellera collinéaire à U, c'est-à-dire qu'il va se représenter parallèlement au vecteur U. La notion de base dans un espace vectoriel de dimension n, encore une fois, on attendra le chapitre sur les espaces vectoriels et la playlist correspondante pour en savoir plus. On peut décomposer donc notre vecteur, je reviens d'ailleurs en arrière pour le voir. Le vecteur U, par exemple, me disait dans l'exemple de gauche, 3 carreaux vers la droite, 2 vers le bas. Définissons donc une base dans ce quadrillage-là, qui représente bien, une direction horizontale avec une unité qui est un carreau vers la droite, et une direction verticale qui est comme unité un carreau vers le haut. Et à ce moment-là, ces deux vecteurs sont appelés des vecteurs de base. Alors bien entendu, on peut quadriller le même plan autrement, donc il peut exister une infinité de bases pour un espace donné, mais une fois qu'on a choisi un quadrillage, eh bien une base est imposée, et les coordonnées d'un vecteur vont s'exprimer dans la base choisie. Alors, si je prends un vecteur qui a pour coordonnées U1, U2, etc., UN, je peux le décomposer en U1 fois le vecteur 1, 0, 0, etc., plus U2 fois le vecteur 0, 1, 0, 0, etc., et ainsi de suite. Alors, le décomposer, ça veut dire l'exprimer comme une somme de composantes, c'est-à-dire une somme de vecteurs qui chacun partent dans une direction donnée de l'espace dans lequel on travaille. Alors évidemment, en dimension 2, ça sera beaucoup plus simple que cette écriture générale. Le premier vecteur qui a pour coordonnée 1 suivi de 0 signifie un carreau vers la droite et rien du tout dans les autres directions. Donc c'est un des vecteurs de la base choisie, du quadrillage choisi. Le deuxième vecteur nous dit on ne fait rien vers la droite, par contre on va prendre un carreau vers le haut et on ne fait rien dans d'autres directions, et ainsi de suite. Et évidemment, les coordonnées du vecteur se retrouvent en facteur de ces vecteurs de base. On appelle une décomposition dans une base dont les vecteurs sont exprimés par 1, 1 et le reste en 0, une base canonique. Et dans une base canonique, les coordonnées mêmes du vecteur, U1, U2, U3, peuvent être appelées les composantes du vecteur. Donc il y a une confusion possible entre les deux termes, coordonnées et composantes, si on exprime le vecteur dans la base canonique. Donc évidemment, on se doit de montrer des exemples en dimension petite pour y voir quelque chose. Le vecteur U, qui a pour coordonnées ici 5, moins 2, vaut par décomposition 5i moins 2j, i étant ce vecteur-là et j celui-là. Et donc on a effectivement l'addition vectorielle qui consiste à dessiner nos vecteurs bout à bout. En dimension 3, on peut encore représenter quelque chose avec une vue en perspective. Mes trois vecteurs de la base canonique auront donc ces coordonnées-là. Donc celles que je définis comme étant canoniques, hein, c'est une définition arbitraire bien sûr. Et à ce moment-là, le vecteur U qui a pour coordonnées 4, 5, 2 peut se représenter graphiquement en plaçant d'abord le vecteur 4i, puis au bout de ce vecteur, le vecteur 5j, et enfin au bout de 5j, le vecteur 2k. À ce moment-là, je repars de mon origine et j'arrive à mon extrémité, et j'ai sous les yeux le vecteur U représenté en perspective. Alors, quelques définitions associées et quelques propriétés, donc vraiment dans ce qui sera le plus intéressant pour nous pour la suite. Alors d'abord, une évidence, la relation de Schall. AB plus BC égale AC, quel que soit
les points ABC choisis dans un espace. Alors effectivement, je reviens sur la notion de déplacement qui est la caractéristique, la propriété du vecteur. Si je me déplace de A vers B puis de B vers C, eh bien en tout, je me suis déplacé de A vers C. La relation de Schall ne dit que ça. Une conséquence, c'est que si je veux m'appuyer sur des points pour définir des vecteurs, je peux me servir de coordonnées des points pour trouver les coordonnées du vecteur correspondant. Le vecteur AB a donc forcément pour coordonnées xb-xa, yb-yk, zb-za. Effectivement, la relation de Schall peut être appliquée en faisant une décomposition du vecteur AB grâce au point O, origine de notre repère, celui-là même qui nous a permis d'avoir des coordonnées pour nos points. AB est égal à AO plus OB. Or, que valent les coordonnées de AO? Eh bien, ce sont les opposés du vecteur OA. Se déplacer de A vers O, c'est faire exactement le contraire du déplacement OA. Donc, moins XA, moins YK, moins ZA. Si j'ajoute à ça le vecteur OB qui a pour coordonnées XB, YB, ZB, je retrouve bien ce que j'ai dit en tant que coordonnées du vecteur AB. Alors, quelque chose qui, encore une fois, paraît évident, mais qui est surtout à ne pas oublier. C'est-à-dire, dans un exercice où on ne parle pas forcément ni de Schall, ni des coordonnées d'un vecteur AB, il faudra penser à cette possibilité qui peut nous débloquer une situation donnée. La notion de norme d'un vecteur, donc c'est ce qu'on appelle généralement en mathématiques la norme 2, c'est-à-dire la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Cette norme, elle est importante pour nous pour des futures applications géométriques sur les vecteurs parce qu'elle est équivalente lorsqu'on est dans une base orthonormée, donc visuellement dans une base où les axes sont à angle droit et avec des unités de longueur égales, eh bien elle est équivalente au théorème de Pythagore. Et théorème de Pythagore en toutes dimensions. La notion de distance qui est associée, alors j'en profite pour en parler tout de suite, donc si je veux parler de la distance AB, eh bien il s'agit de la norme du vecteur AB, donc de la racine de la somme des carrés des coordonnées du vecteur AB. Alors, cette notion de distance ou de norme d'un vecteur, donc comme je vous le disais, elle est directement associée à la notion de théorème de Pythagore. Vous pouvez considérer donc dans le plan un vecteur U qui a pour coordonnées 5, 2. Alors, je n'ai pas de figure là-dessus, donc il faudra simplement bien écouter ce que je vais dire. Le vecteur U qui a pour coordonnées 5, 2, eh bien, c'est le vecteur 5i plus 2j. Donc, on imagine 5 unités horizontalement, 2 unités verticalement. Quelle est la longueur, entre guillemets, du vecteur U dans un repère ou dans une base dont les axes seraient effectivement à angle droit et avec des unités de longueur égales? Bien, le théorème de Pythagore nous dit racine carrée de 5 au carré plus 2 au carré. Donc racine carrée de 29. En dimension 3, vous imaginez cette fois-ci un vecteur qui part dans une certaine direction de l'espace, vecteur possédant 3 coordonnées. Eh bien, la longueur qu'il veut nous montrer est aussi la racine carrée de la somme des carrés de ces 3 coordonnées. Et à titre d'exercice, je vous laisserai réfléchir pour quelles raisons ça va se produire. Donc imaginez que vous êtes en train de tracer la grande diagonale d'un parallélépipède rectangle et que vous cherchez à mesurer cette grande diagonale, donc qui part d'un coin du parallélépipède vers le coin complètement opposé. Bien, moyennant ça, il y a quand même une nuance à donner ici. C'est et si on n'est pas dans un repère entre guillemets orthonormé. C'est-à-dire et si visuellement les axes, imaginons dans le plan, ne sont pas à angle droit et les unités de longueur sur chaque axe ne sont pas les mêmes. Un vecteur a pourtant des coordonnées bien précises dans une base qui pourrait correspondre à ça. Eh bien, la norme du vecteur n'est plus égale à la longueur que l'on peut voir sur la figure. Donc il faut faire très attention. Donc imaginez que vous ayez un repère entre guillemets déformé par rapport au joli repère orthonormé que vous avez l'habitude de faire. Eh bien, dans ce repère, imaginez un point de coordonnées 2, 0, un point de coordonnées 0, 2. Donc un point est sur l'axe horizontal, on va dire, un autre point est sur le deuxième axe incliné, et puis le point de coordonnées 2, 2. Avec l'origine du repère, les 4 points vont former un parallélogramme,
Les deux diagonales de ce parallélogramme ne sont pas de même longueur, très clairement, et pourtant si vous calculez les normes des vecteurs qui s'appuient sur les diagonales, vous allez trouver les mêmes résultats. Là encore, vous tenterez de le faire à titre d'exercice. Donc il faut bien distinguer la notion de distance de la notion de longueur. Une distance, ça n'est pas une longueur. Une distance, c'est le résultat du calcul qui est affiché ici. Une longueur, c'est ce qu'on peut mesurer en mettant sa règle sur la figure. D'accord? Et donc ça n'est pas la même chose. La notion, on le verra aussi plus tard, d'orthogonalité est liée au choix de la base. Deux vecteurs peuvent très bien être orthogonaux dans une base, et si on conserve les mêmes vecteurs mais qu'on change le quadrillage qui est derrière, les vecteurs peuvent ne plus être orthogonaux. L'orthogonalité ne veut pas dire l'angle droit. Donc on a comme ça des mots dans le vocabulaire associés à ces vecteurs qui peuvent nous paraître naturels mais qui ne le sont pas tant que ça. Une distance n'est pas une longueur, l'orthogonalité n'est pas l'angle droit. Sauf évidemment cas particulier. Alors nous terminerons avec deux notions pour cette première vidéo de présentation, la notion de collinéarité. Et donc cette collinéarité qu'on a vue tout à l'heure, qui impliquait graphiquement deux représentations parallèles entre deux vecteurs, n'est pas définie par de la géométrie. La notion de collinéarité est définie par le calcul. Deux vecteurs u et v sont collinéaires si et seulement s'il existe un réel a non nul tel que v égale a fois u. Donc il s'agit d'une relation numérique entre les coordonnées des deux vecteurs. Par exemple, ces deux vecteurs-là sont collinéaires parce que, ligne par ligne, je m'aperçois que les coordonnées de v valent moins 3 fois celles de u. Si c'est vrai sur les trois lignes, alors je peux écrire en bloc que v égale moins 3u. Et puis, après coup, si je fais des représentations graphiques de ces deux vecteurs, je vais les trouver effectivement parallèles. Maintenant, la notion de coplanarité, cette fois-ci entre trois vecteurs dans un espace de dimension au moins 3. Dire que trois vecteurs u, v et w sont coplanaires, c'est dire qu'il existe un couple, qui d'ailleurs est unique, AB de réels non tous nuls, tels que w égale a fois u plus b fois v. Donc on a l'impression de voir une extension de la définition de la collinéarité, mais en dimension supérieure à 2. C'est un petit peu ça, mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est la relation entre ce qu'on vient de définir numériquement et ce qu'on peut voir graphiquement. Il est toujours important de se faire une image quand même de la chose avant d'aller dans des dimensions supérieures et là de vraiment faire confiance aux définitions numériques. Si W peut être écrit comme A fois U plus B fois V, c'est que dans le plan qui est formé par U et V, on pourrait très bien imaginer qu'on travaille dans l'espace de dimension 3, mais U et V sont un couple de vecteurs qui forment un plan, à supposer que U et V ne soient pas collinéaires. Et W qui vaut par exemple moins 3U plus 2V est forcément un vecteur qui est dans le même plan que U et V, puisqu'on l'a sous les yeux dans la figure, les coordonnées de W dans la base UV sont moins 3 et 2. Si un vecteur a des coordonnées dans une base formée par deux autres vecteurs, c'est qu'il est dans le plan de ces deux autres vecteurs. Donc, visuellement parlant, cette coplanarité est évidente. Alors, on aura d'autres armes pour savoir si des vecteurs sont coplanaires, mais encore une fois, si je donne par exemple en dimension 3 les coordonnées de U, les coordonnées de V, et puis les coordonnées d'un troisième vecteur W, et que je demande si ces trois vecteurs sont coplanaires, eh bien on peut former un petit système avec deux inconnus A et B qui nous dit ça fois A plus ça fois B doit être égal à ça, pour la première coordonnée, et puis une deuxième équation avec les deuxièmes coordonnées, une troisième avec les troisièmes coordonnées, et si ça fonctionne, c'est qu'effectivement on va tomber sur un couple AB unique. Alors le cas particulier où U et V seraient dès le départ collinéaires entre eux impliquerait que A fois U plus B fois V peut se résumer en K fois U. Et bien entendu, si W est lui-même égal à K fois U, eh bien W est coplanaire avec U et V, puisqu'ils sont tous les trois dans le même axe. Donc on a quelque chose qui est encore plus simple à l'arrivée. Voilà, on finira en disant que deux vecteurs forment une base du plan si et seulement s'ils ne sont pas collinéaires, à l'image des deux vecteurs U et V de ce schéma, et que trois vecteurs forment une base de l'espace si et seulement s'ils ne sont pas coplanaires. Donc si W effectivement est dans le plan de U et V, le triplet UVW aurait du mal à quadriller l'espace de dimension 3.
d'accord? Il reste cantonné sur un même plan. Par contre, si W n'est pas coplanaire avec U et V et part dans une direction spatiale qui est différente du plan UV, alors le triplet UVW va pouvoir proposer un quadrillage de l'espace. Voilà, on se retrouve dans la vidéo suivante qui nous parlera de produits scalaires, de produits vectoriels et d'applications géométriques liées à ces propriétés. À très bientôt!